Podcast Ascension, épisode 5, From Broke to Prime. Je suis bientôt à mon prime, je pense, je le sens. Bref, dans cet épisode, on va parler de quoi ? Bon, je pense que vous avez vu le titre, je sais même pas ce que je vais mettre comme titre, mais je pense que ça va être un truc du style La voix de l'alchimiste et la confiance en soi. Bref, je vais changer le format pour rentrer directement dans le sujet, parce que j'ai eu des très bons feedbacks, comme quoi les gens en avaient rien à foutre que je parle de comment j'avance sur ma quête de Broke à Prime, du coup que je parle de Von Kurt, de comment j'ai avancé de ça, et qui veulent justement que je rentre directement dans le sujet. Donc c'est ce qu'on va faire, et peut-être qu'en fin d'épisode, je dirai, ah bah voilà, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, comment est-ce que j'avance pour la marque, voilà. Anyway, let's go. Let's go. La voix de l'alchimiste, qu'est-ce que c'est ? Bon, j'ai rien préparé. Là, on est le 31 août. Demain, c'est la rentrée. Je viens de rentrer à Paris hier, carrément hier. Cet épisode n'aurait normalement pas dû exister parce que du coup, j'avais pas le temps. Et de deux, quand je m'imaginais seulement dans ma tête, parler de ce dont je vais parler là aujourd'hui, dans ce podcast, j'avais des frissons. J'avais limite des larmes aux yeux. Du coup, là, ce que vous écoutez, c'est un miracle. C'est un miracle de la vie. Bon, bref, je rigole. Hein. Ou pas. Non, je rigole. La voix de l'alchimiste, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'être extrêmement ouvert d'esprit. Parce que là, je vais pas vous parler de trucs rationnels. On va pas parler de mathématiques. On va parler de trucs un peu, je sais pas comment dire, mais qui dépassent la logique et la raison et tout ce qu'on sait, bref. Mais je vous promets que c'est super intéressant, comme d'habitude, évidemment. Alors, la voix de l'alchimiste, la confiance en soi, tous ces termes, pour moi, ils sont un peu reliés. Et aussi, on va répondre à un commentaire de la dernière vidéo qui était de Titouan qui nous a demandé quelque chose sur lequel je médite beaucoup, comment différencier le signe de la vie, entre guillemets, avec les blessures et le moment où être résilient et insister dans l'échec. Ben non, c'est ça. Comment tu différencies le signe de la vie avec les blessures et le moment où il faut être résilient et insister dans l'échec. Voilà. Ça, j'ai envie de répondre à ça aussi. Mais bref, la voix de l'alchimiste. Pourquoi est-ce que je parle de la voix de l'alchimiste ? C'est quoi déjà ce terme ? Moi, j'étais pas du tout familier avec ce terme d'alchimiste. Enfin, je pense pas. Mais en fait, c'est un peu... Ce terme, ce truc-là, il s'est un peu invité dans ma vie parce qu'il y a, je pense, 9 mois, non, c'était il y a 9 mois. Putain, je suis fort, c'est il y a 9 mois. C'était en décembre. C'était pour mon anniversaire. Il y a mon ami... Ouais, c'était Bastien. Ouais, il y a Bastien qui m'offre le livre L'Alchimiste. Et là, je me dis, what the fuck, ça a l'air cool comme livre. Je sais pas, ça me hypait. Je connaissais pas. Il m'a dit, c'est un livre super connu, blablabla. Je l'ai vu à la Fnac. Et il m'offre ça. Avec un autre livre de Paolo Coelho. Je vous mettrai dans la description si vous voulez le lire, mais il est super connu. Puis ça se trouve, vous l'avez déjà lu. Mais bref, je lis ce livre et je découvre déjà ce que c'est un alchimiste, parce que moi, je connaissais pas du tout. Et je découvre aussi que, bizarrement, ça me parle, mais à un point où le livre, en le lisant, ça me transcende. Quand je vous dis que ça me transcende, genre, j'ai des frissons et j'ai des larmes aux yeux en lisant un livre. Hein. En lisant des mots. Ça m'était jamais arrivé. Et je me suis dit, putain, ce livre, il est incroyable. Et du coup, je l'ai conseillé à plein de gens. Mais il y a très peu de gens qui ont eu la même expérience de lecture que moi j'ai eue. Donc je me disais, bon, bizarre. Bref, je lis ce livre. Et ce que ça me donne comme élément,
de compréhension un peu sur la confiance en soi, le livre, c'est euh, un truc en mode qui est pas trop enseigné dans la société actuelle. En fait, la confiance en soi, ou même quand tu fais des choix de vie, on nous conditionne à faire des choix un peu rationnels, logiques, en mode va dans cette voie-là pour avoir tel diplôme, et ensuite choisis ce métier parce qu'il est mieux payé, ou tu as plus de confort, tu as plus de vacances, des trucs comme ça. Et en fait, ce livre, il fait un peu tout l'inverse, en mode, c'est l'histoire d'un berger. Le synopsis, non, c'est même pas un berger, c'est un mec, on va dire c'est un mec, et je sais pas quel âge il a, mais il demande à son père, ou alors c'est son père qui lui demande, je sais pas, il lui dit, ouais, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et ce mec, il dit, ah bah je sais pas, j'ai envie de voyager. Son père lui dit, mais voyons, tu sais très bien qu'on peut pas voyager, on est trop pauvres. Il dit, oui, mais moi je veux voyager. Et son père lui dit, ah bah, il y a que les bergers qui peuvent voyager. Et son fils lui dit, ah bah alors je deviendrai berger. Et c'est comme ça qu'il devient berger. Son père lui donne une bourse d'argent pour qu'il s'achète des moutons. Et ensuite, il va prendre des moutons et, je sais pas, suivre ses rêves de voyager. Voilà, il fait ça. Et un jour, qu'est-ce qui se passe? Il fait un rêve. Ou alors c'est au début du livre, je sais pas. Il fait un rêve super bizarre où il voit des pyramides et il comprend que il doit aller dans un endroit où il y a des pyramides, mais il sait pas où c'est. Du coup, il va avoir une voyante qui lui dit, ah ouais, t'as un trésor là-bas que tu dois aller chercher, va trouver ces pyramides. Et il dit, ouais, mais je sais pas où sont les pyramides. Et là, la voyante, elle lui dit, c'est en Égypte, va en Égypte. Et sur le chemin, il va faire plein de rencontres, il va avoir tellement de péripéties, mais bref, je vais pas vous spoiler le livre, mais ce que le livre nous apprend, en tout cas moi, ce dont j'ai tiré, c'était une sorte de confiance en soi qui n'est pas déterminée par si tu as pu faire, je sais pas, tes pompes le matin, si tu as pu faire ton lit, enfin des trucs basiques. Je sais même pas comment dire. Une confiance en toi qui presque intemporelle, je sais pas comment dire, mais qui est là tout le temps. Et pas seulement quand t'es à ton top, du coup, genre, je sais pas, t'es productif, euh, tu fais du sport, mais une confiance en toi, ou même quand t'es au plus bas, ouais, je pense que c'est ça ce que je voulais dire, même quand t'es au plus bas de ta vie, même quand il n'y a rien qui va, tu vas quand même avoir confiance en toi. Et c'est même pas une confiance en toi en mode, ah bah j'ai confiance en moi, ouais, je suis assuré, j'ai des gros muscles, je, j'ai confiance en moi. Qu'est-ce que je raconte? Bref, je pars en couille, mais c'est une confiance en soi en mode tu fais des choix et tu sais que c'est le bon choix. Même si ton cerveau te dit que c'est pas le super choix, même si ton entourage te dit que oula, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas te casser la gueule. Toi, tu sais juste que tu as fait le bon choix et tu as confiance en toi. Voilà, c'est ce que nous enseigne le livre. En tout cas, c'est ce que moi j'en ai tiré comme expérience, comme insight. Et ce livre, il est magique. Voilà, je vais juste dire magique comme mot. Bref, je lis ce livre, je me dis waouh, en fait, pourquoi est-ce que je me mets autant de pression sur les choix que je fais, alors que si je suis mon cœur, je suis sûr de faire le bon choix. Parce que j'ai juste suivi ce que j'aimais. Une vision un peu simpliste, mais que j'aime bien. Chapitre du livre, voilà, je découvre ce que c'est un alchimiste, je découvre la philosophie des alchimistes, la voie de l'alchimiste. Bref, voilà, ça c'était juste le livre. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Putain, j'ai encore des frissons. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est en décembre. Je pense que en avril, non, en janvier, je sais pas. En hiver, c'était peut-être un mois ou 2 mois après. Qu'est-ce qui se passe? Je rencontre un vrai alchimiste. Un vrai.
Là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce gars? Mais bref, je vais en parler, rien à foutre. J'ai commencé, je vais en parler. Comment ça sera fait? Il y a du coup de cela 9 mois, 8 mois, je sais pas. C'est Ouais, c'était un soir où il était genre 20h, 20h30. J'étais en train de faire ma prépa marathon et je me dis putain, ça fait longtemps que je suis pas allé à la salle, il faudrait que je m'entraîne, mais les salles sont presque fermées. Donc, je vais aller au parc de street workout qui est dans le 11e. Et tiens, je vais aller en courant. Comme ça me fait un peu de course. Et au retour, je sais pas, je retournerai en vélo, mais comme ça, j'y vais en courant, je fais ma séance et je rentre chez moi. Et avant de sortir, je vois deux bananes. Deux bananes. Si vous êtes sur YouTube, là, vous pouvez voir peut-être derrière moi. Sur ma table là-bas, je vois deux bananes. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, quittez YouTube. C'est pas. Un podcast, c'est fait pour mettre des trucs dans les oreilles et faire des trucs chiants, quoi. Bref, je prends ces bananes, je les mets dans mon sac. Je me dis, bon, je sais pas, je vais suivre la petite voix bizarre dans ma tête qui m'a dit de prendre les bananes. Je prends les bananes. Elles sont vertes, hein. C'était même pas pour les manger parce que je pouvais pas les manger. Elles étaient toutes vertes. Je vais en parc du street workout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je fais ma séance. Et je pense 10 minutes avant que je parte de, du parc, je me dis putain, c'est bizarre, j'ai pas eu besoin des bananes. Pourtant, mon intuition, ça me trompe jamais. Genre, quand il y a une voix qui me dit fais ça ou fais ci, il y a toujours une raison derrière. Je me dis bon, bah c'est bizarre, je vais finir mes tractions et je vais rentrer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vois un groupe de 3 personnes qui arrivent et ils m'interpellent. Enfin, je sais pas, ça m'intrigue un peu. Je suis en train de finir ma séance et il y a un des 3 mecs qui arrivent. Ils sont tous très vieux, hein. Je dis mecs, mais c'est des vieux de 40, 50 ans. Et il y a un mec avec une grosse barbe blonde. Ouais, c'était une barbe blonde avec un bonnet et des cheveux longs, genre très 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 longs, qui vient me voir. Il me dit ouais, comment ça va, tout ça. Et il a un fort accent cubain. Oui, bon, je dis cubain parce qu'il m'a dit qu'il était cubain, mais c'est un accent un peu espagnol. Je sais pas si je vais faire l'accent, mais bref, il me dit oui, je suis. Putain, je sais pas faire l'accent. Je vais arrêter de faire le personnage, mais il me dit qu'il est avec 2 amis à lui qui sont à la rue, que lui il est pas à la rue, mais que ses amis ils sont à la rue. Et là, à ce moment, je me dis ah putain, les 2 bananes, c'était pour ses amis à lui, les deux SDF. Et du coup, je lui dis ah putain, ça tombe bien, j'ai 2 bananes dans mon sac, donne-la à tes amis. Du coup, je lui donne les bananes. Je me dis ah ok, bah trop bien. Genre, la boucle est bouclée, je sais pourquoi j'ai pris les bananes, je peux rentrer chez moi tranquille. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il commence à m'enchaîner d'informations que je comprends pas. Genre, il me parle de trucs que j'ai jamais entendu parler de toute ma vie, de toute mon existence. Il me dit que c'est un nomade, du coup, qui voyage à travers le monde, qu'il fait, qu'il fait quoi? Que c'est un bâtisseur. Il me dit pas que c'est un alchimiste, hein. Ça, je l'ai compris qu'il y a un mois, mais non, qu'il y a 2 semaines, 2, 3 semaines. Il me dit que c'est un descendant de la monnaie gauloise, que, que ses ancêtres ont créé la monnaie gauloise. Enfin, il me dit des trucs, et comme il a un accent cubain, je comprends qu'à moitié. De toute façon, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il dit qu'il a un diamant sur lui et qu'il y en a 12 dans le monde de ce diamant. Je me dis, mais what the fuck? Je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Montre-moi les diamants. Et en fait, il avait un collier. Il m'a montré un diamant, bah, comme ça. Un diamant comme ça. Il a dit, bah voilà, ça, c'est un diamant qui vaut un demi-million d'euros. Enfin bref, il me dit des trucs de ouf. Et ce qui m'a le plus perturbé, c'est même pas ce qu'il me disait parce que, bah, enfin, tout le monde peut dire des trucs, mais en fait, c'était la connaissance qu'il avait de la géographie.
Et en fait, c'était un mec un peu passionné par les mines, par les minerais. Et il me montrait des symboles, par exemple, il me montrait une monnaie gauloise, justement, ou une monnaie perse, ou antique, enfin, je sais pas, une monnaie vraiment très ancienne, qui, je sais pas, je sais pas c'était quoi comme monnaie. Euh, et il me dit, regarde cette monnaie, il y avait des symboles sur la monnaie, et il me dit, ça, c'est pas des symboles, juste des symboles, c'est une carte de mine, de minerais ou de mine de la Terre. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce qu'il me raconte? Il me dit, regarde, il va sur Google Maps. Il n'utilise pas Google Maps comme nous. Il met la fonction satellite. Je dis, what the fuck? Et il enlève toutes les cartes, tu sais, genre toutes les indications en mode Paris, les routes, tout ça. Il n'y a plus rien. Il y a juste la vision satellite en mode comme si tu étais sur Google. C'est quoi le truc? Google Earth. Où tu vois juste en fait le monde en vision satellite. Et là, il me montre l'endroit exact dans le monde où il y a, je sais pas comment dire, les mêmes traits, la même gravure qu'il y a sur la monnaie, qui était une gravure de femme pourtant. Il me montre une gravure genre vraiment exactement similaire à ce qu'il y a sur la monnaie. Et ensuite, il me dit, regarde, les Triskel, c'est pareil. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Pourquoi il me parle de Triskel? Il me dit, regarde, les Triskel, t'as 3 trucs comme ça. Si vous êtes. Regardez sur Google si vous connaissez pas ce que c'est un Triskel, mais c'est une forme où t'as 3 tourbillons de chaque côté et ça fait le truc des Bretons là. Il me montre un Triskel, il me montre un endroit sur Google Maps où il y a vraiment un Triskel gravé dans la roche vers les îles. Je sais plus c'était où. Dans les îles du Caraïbe, il me semble, je sais plus où c'était. Il me parle de tellement de choses. En mode, regarde, là il y a des francs-maçons. Enfin, je sais pas, il me montre un endroit de la carte où il y a rien. Genre sur la Terre, il y a rien. Pourtant, il y a t'as genre 9 yachts qui sont amarrés genre près d'une zone où il y a que dalle. Bref, il me bombarde d'informations comme ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il m'a raconté et tout? Je comprends vraiment rien, mais je suis quand même genre juste un peu fasciné par ce qu'il me dit. Fasciné en mode un peu sceptique aussi, enfin très très sceptique justement. Euh, et bref, il me raconte tout ça. Il me dit, je compte aller sur une île, l'île de Sylt ou de Sylt, je sais pas, Sylt, je sais pas si ça existe. Bref, une île en Allemagne. On me dit il y a beaucoup de milliardaires et tout, et sur cette île on peut planter du chanvre. Je dis mais qu'est-ce que tu veux faire avec le chanvre? Il dit bah, je veux faire des cosmétiques, des vêtements, des trucs comme ça. En gros, je veux créer une zone où on serait autosuffisant. Je fais ok. Et il me dit ouais, bah, tu devrais venir avec moi. Je dis mais quoi? Genre pourquoi déjà? Il me dit bah tu sais faire des vidéos et tout, parce qu'on avait parlé juste avant, je disais que j'étais dans le marketing, tout ça. Et il me dit ouais tu pourrais faire des vidéos où tu parles de notre je sais pas de tout ça et moi je veux créer une association et du coup tu pourrais ramener des gens et comme ça on pourrait tous aller sur l'île de Sylt et cultiver du chanvre. Bon je dis chanvre mais en soi c'est du cannabis. Bref il me parle de ça et je lui dis ok mais what the fuck, genre qu'est-ce qu'il me raconte le gars? Et je sais pas comment la conversation se termine, mais il me balance plein d'infos comme ça. Il me dit viens avec moi sur l'île de Sylt. Il me montre des photos où il était sur l'île de Sylt. Et il avait aussi un bonnet où il y avait marqué Sylt ici. Il me montre des photos où il est sur des plages et tout. Il fait des trucs de zinzin. Et voilà, genre ça se termine comme ça. Et moi je vois qu'il est 23h, que ma séance a duré 3 heures au lieu de 1h30. Et je rentre chez moi et je suis un peu genre très 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 troublé par ce qui vient de se passer, par cette rencontre un peu what the fuck. Tellement, je suis tellement troublé que genre j'ouvre ChatGPT et pour pas oublier tout ce qu'il m'a dit, genre je dis tout ce qu'il m'a dit, enfin tout ce que j'avais en tête, tout ce que je me souvenais, pour pas oublier, pour garder une trace. Et je pense que je l'ai toujours le chat. Bref, je parle de ça, enfin
j'en parle à ChatGPT et il me dit qu'en fait, j'ai rencontré un nomade et que sa façon de lier des informations et de faire des connexions entre plusieurs concepts, genre les cosmonautes, les minerais, la géographie, tout ça, bah, c'est une façon de relier les choses qui sont un peu uniques. Et bref, voilà. Et il me dit, ouais, t'as rencontré un mec un peu spécial. Je fais, ok. J'en parle à des potes et tout. Ils me disent, what the fuck, t'as rencontré un mec chelou. Et surtout, quand je leur montre la photo du gars, parce que j'ai pris une photo avec lui, ils me disent, mais what the fuck, on dirait un druide, le gars. Et, euh, et voilà. Rencontre avec un alchimiste. Et à l'époque, je savais pas que c'était un alchimiste. Tout ce que je savais, c'était un mec, un nomade chelou, bizarre. Voilà, là vous avez mon pote Bastien qui m'offre le livre L'Alchimiste. 1 ou 2 mois plus tard, je rencontre un vrai alchimiste. Et qu'est-ce qui s'est passé de janvier jusqu'à août là? En fait, ce qui s'est passé, je sais même pas comment le dire, mais depuis bah, justement janvier, même un peu avant, j'ai eu une sorte de phase où, bah, à côté du marathon, à côté de mon master, de l'alternance, de la marque de vêtements, tout ça, j'avais genre une sorte de chose qui m'appelait, c'était genre la méditation. Je sentais que j'allais pouvoir comprendre des choses en méditant. Et en janvier, pendant le reboot camp, pour ceux qui ne savent pas, c'est un programme que j'avais fait en janvier où le but c'était de tenir des habitudes saines pendant tout un mois et tu avais un groupe. Et bref, tu avais un tracker en mode le matin tu te lèves, tu fais 50 pompes, tu fais une douche froide, tu fais une bonne action, tu lis et tu mets des habitudes qui sont liées à tes objectifs. Donc pour moi c'était la marque de vêtements, du coup je devais bosser tous les jours sur ma marque de vêtements. Et dans mes habitudes j'avais mis la méditation. Du coup pendant un mois, tous les jours, tous les soirs, j'ai médité. Et à des moments où... Enfin, j'ai médité. De base, je devais méditer 5 à 10 minutes. Et là, j'ai médité... Il y a des moments où j'ai médité 20 minutes, 30 minutes. Et pendant des méditations, j'ai eu accès à des choses. J'ai eu accès à des choses. J'ai eu, je sais pas, comme des... J'ai comme débloqué des moments que j'avais rarement débloqués avant, de clarté intérieure, où bah, tu médites pendant 10 à 15 minutes et souvent c'est très désagréable la méditation. C'est genre, tu fermes les yeux et là tu as plein de pensées. Et en fait, le but, c'est de laisser couler tes pensées et ne pas te perdre dans une pensée précise. Du coup, essayer de faire le vide en toi et avoir une sorte de clarté, de vide intérieur. Et bref, pendant ce moment-là, enfin, pendant cette période, j'ai eu 2 ou 3 fois des moments où j'ai pu atteindre cette phase. Tout ça pour dire que j'avais genre une sorte d'appel vers quelque chose de plus, je sais pas comment on pourrait dire ça, spirituel. Ouais, spirituel, ouais. Spiritualité. J'étais appelé par ça. Bon, j'ai fait une petite pause pour un peu me recentrer dans mon récit, mais, euh, mais pour vous dire en fait, ce qui s'est passé avec cet alchimiste, je sais pas si je le nomme, mais bref, c'est pas grave. Ce qui s'est passé après avec cet alchimiste, c'était que, en fait, je me suis dit, putain, ce mec me fait trop peur. En fait, ça me fait trop peur. Qu'est-ce qui me fait peur? C'est plutôt de me dire, en fait, plutôt de croire que c'est vrai ce qu'il dit. Et c'est ça qui me faisait peur, de me dire qu'en fait, peut-être que là, si je crois à ce qu'il me dit, je vais devenir genre un peu en marge de la société. Un peu comme il est peut-être, je sais pas. Mais je savais que j'allais être vraiment incompris. Et surtout, ça me faisait peur parce que bah, c'était déjà super bizarre ce qu'il me disait. Il me disait qu'il pouvait s'hydrater par la respiration, par ses narines, je sais pas. Et juste dans sa façon de parler, il disait, ah d'ailleurs, il me disait, ouais, l'air à Paris, enfin les atomes ici, ils sont très perturbés. Enfin, qui parle d'atomes en parlant d'air, enfin je sais pas. Euh,
C'était vraiment un personnage. Euh, Après ça, je me dis, attends, là, à tout moment, je peux tout plaquer, je peux vraiment tout plaquer pour partir sur une île en Allemagne et cultiver du chanvre et faire des vidéos un peu en mode cinématique ou pour parler d'autosuffisance et d'un mode de vie vraiment what the fuck quoi. Enfin, what the fuck, bah, plus primitif, plus naturel. Bref, du coup, j'ai pris peur. On a gardé contact. Il a pris mon numéro et il m'avait dit, genre, les autres jours, euh, genre, oh, viens, on se revoit et je vais te montrer des amis à moi et comme ça, tu comprends un peu mieux mon projet. Et moi, j'ai pris peur et je suis pas allé. Je suis pas allé le revoir parce que je me disais, oh là, si je vais le revoir, je vais me faire matrixer le cerveau. Et voilà, j'ai un peu fui. Pourtant, ça a vraiment éveillé ma curiosité à un point, mais vous imaginez même pas. Bref, ce truc, voilà, je le range d'un côté de cette histoire, je le range d'un côté et je fais mes méditations, tout ça. Et en fait, à un moment, au bout de plusieurs mois, j'arrive à débloquer un moment, enfin, un état où je suis un peu détaché de la réalité matérielle. Je sais pas comment dire, mais ouais, détaché en mode. Je saurais pas comment dire. Pas détaché en mode youhou, je suis sur une autre planète, mais détaché en mode ce qui compte, c'est pas vraiment le matériel, ce qui compte, c'est autre chose. Et bref, de toute façon, je vais pas mettre des mots dessus parce que ça trahirait un peu mon ressenti et ce que je vivais à ce moment-là. Mais tout ça pour vous dire que j'avais atteint un stade où j'étais vraiment dans la paix et dans le bonheur, genre presque continuellement, grâce à la méditation. Et j'avais une sorte de clarté mentale, mais incroyable. Genre vraiment incroyable, une clarté mentale où j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir sur mes envies. Euh, Imaginons, je suis à la boulangerie, je vois un pain au chocolat, enfin, je sentais bah, que j'avais du libre arbitre en mode, bah, si j'ai pas envie de, de prendre le pain au chocolat, je le prends pas. Enfin, même si j'avais super envie de pain au chocolat, j'arrivais à me détacher de cette envie, de ce désir de sucre, de dopamine. Et ça c'est. Là, je te parle de boulangerie, mais ça se transportait sur. Se transportait, ça s'appliquait à plein de domaines. Euh, bref, bref. Où est-ce que ça va ce podcast là de quoi est-ce que je vais parler? Bref, tout ça pour dire que j'ai une phase un peu plus spirituelle. Enfin, pas une phase parce que j'ai toujours été spirituel, mais là, ça s'est vraiment intensifié. Et surtout, j'avais fait une rencontre très très troublante quoi. Et cet alchimiste, vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est un alchimiste. Il m'avait envoyé la photo d'une carte juste après notre discussion cette nuit-là. Et j'avais pas vraiment fait attention à ce qu'il m'avait envoyé. Je me suis dit, ok, il m'a encore envoyé une photo du globe, je sais pas, d'une map terrestre. Bref, j'avais pas fait gaffe. Et 7 mois, 6 mois plus tard, je pense qu'on est en mai, juin, juillet, je sais pas. Ouais, plutôt juin, juillet. J'ai bizarrement plein de signes de la vie. Enfin, en tout cas, d'indices d'une ville particulière qui est Hendaye. Et ces signes, ils apparaissent un peu dans des conversations avec des amis, au travail, euh, je sais pas, genre, je sais pas, mais j'ai eu genre facilement 6 ou 7 amis différents ou de contextes différents où j'ai vu le signe Hendaye. Et
je suis très conscient des biais psychologiques, du biais de confirmation où bah, tu vois un mot, et ensuite, enfin non, tu as une pensée précise, et ensuite, tu vas plus facilement remarquer des choses qui vont aller dans ce sens-là que l'inverse. Par exemple, je sais pas, tu vas. C'est aussi lié à la loi de. Comment ça s'appelle de l'attraction. En fait, tu fais un vision board. En gros, tu fais un tableau où tu mets des trucs que tu veux dans ta vie. Je sais pas, tu vas mettre une voiture rouge. Et en fait, inconsciemment, ton inconscient, il va être plus à même de remarquer les voitures rouges dans la rue. Et ça, c'est un phénomène qui est étudié en psychologie. Et bref, j'avais conscience de ce phénomène. Et je savais que là, ce que je voyais en DAI et tout, c'était pas ça. C'était pas vraiment ce truc que je voyais, ce phénomène psychologique de biais de confirmation, de récurrence, de je sais pas quoi. Bref, c'était pas un truc comme ça. C'était, je sais pas, je voyais en DAI, je me disais, bizarre. Je dois peut-être aller en DAI. Et pour rappel, enfin pour contextualiser, j'étais allé une fois il y a 2 3 ans. Et bah, il s'était rien passé de mystique, quoi. Et ce qui se passe, c'est que pendant le mois d'août, ces signes, plus je les ignore, plus ils s'intensifient. Récemment, genre j'ai raté un train pour aller à Rennes, et en ratant le train, j'attends à la gare, et je savais que j'allais rater le train. Je sais pas pourquoi, mais je le savais, je le sentais que j'allais rater le train. Je me dis, ah mais je vais le rater pour une bonne raison. C'est trop bizarre. Mais je me dis, bon, je devais le rater, je vais le rater pour une bonne raison. Et là, j'arrive à la gare, je rate le train, et là, j'entends comme annonce, ah, le train pour Hendaye est aussi retardé parce que il y a eu un incendie sur la voie, je sais pas quoi. Et je me dis, bon, là, ça fait vraiment beaucoup comme signe. Et, euh, et je comprends que je dois aller à Hendaye, genre vraiment. Si j'y vais pas, je sais pas ce qui va se passer, mais je dois vraiment suivre ces signes et aller à Hendaye juste pour voir qu'est-ce qui va se passer, putain. Qu'est-ce qui va se passer à Hendaye. Bref, ça, j'en parle à ma famille. Je leur dis, venez, on va à Hendaye, je pense que vous allez kiffer et tout, c'est vraiment cool. Il y a la mer, il y a les montagnes, il y a l'Espagne pas loin. Et on va en Hendaye. On va en Hendaye avec ma soeur et ma mère. Mais avant qu'on y aille, je trouve pas de logement. En fait, il y a une loi dans les Pays Basques qui dit que t'as pas le droit de louer d'Airbnb à des touristes pendant le mois d'août. C'est une loi anti-touriste en fait. Bref, du coup, impossible de trouver de logement. Enfin, finalement, je trouve un Airbnb. Je me dis, ok, c'est bon, let's go. Le lendemain, on va y aller. Et là, bizarrement, l'Airbnb, il est plus disponible. Il y a une autre famille qui l'a réservé avant nous. Et bref, là, je me dis, putain, genre là, j'ai pas d'autre choix. Qu'est-ce que je fais? Et là, qui me vient en tête? L'alchimiste, que j'avais rencontré 8 ou 9 mois avant. J'avais son contact, et quand je vous parlais de tous ces signes, euh, quand je pensais à Andai, je pensais à l'alchimiste, parce que je savais qu'il m'avait envoyé une carte, et sur cette carte, qu'est-ce qui a marqué? Enfin, le screenshot du map monde qu'il m'avait pris, c'était la ville de Pamplune. Et Pamplune, c'est en Espagne, c'est un peu plus. Enfin, c'est dans le Pays Basque. Si je dis pas de la merde. Ouais, c'est au Pays Basque. Bref, c'est dans cette zone-là. Et je savais que bah, cet alchimiste, il avait des connaissances là-bas. Bref, du coup, on trouve pas de Airbnb. Je dis, bon, là, c'est un signe que j'appelle l'alchimiste et que je lui demande de l'aide pour voir ce qui va se passer. J'appelle l'alchimiste et là, il me répond. Il me dit, ah, ok, tu cherches un logement, tout ça. Il dit, bah, moi, j'ai un ami qui a un bateau. Si tu veux, je peux lui dire de te louer son bateau et tu serais sur le port d'Antaille et tu pourrais, bah, tu pourras faire des, tu seras bien quoi. Je vais demander à mon ami s'il veut bien, mais je te rappelle, voilà. Je dis bah putain trop sympa et tout. Et là, il me rappelle, il me dit ouais c'est bon j'ai le bateau, enfin
il me met en contact avec son ami, il dit oui, je peux vous louer mon bateau, tout ça. Je me dis trop bien, on a un logement. Et là, on prend la route vers Hendaye, au port d'Hendaye. On arrive à Hendaye. Vous voyez les signes que je voyais, Hendaye et tout. Il se passe des choses où ces signes, ils s'intensifient comme jamais. En fait, je vois plein de symboles, plein de signes dans la rue, dans plein de trucs. Et je me dis, en fait, là, je suis en train de devenir fou. Je suis en train de devenir fou. Je commence à avoir même peur. Je me dis, mais attends, est-ce que je ne serais pas en train de me dissocier de la réalité? Parce que là, je vois des signes, je fais les liens, ça paraît cohérent dans ma tête, ça fait sens. Et pourtant, bah non, c'est réel aussi. Donc, du coup, je comprends pas ce qui m'arrive. Parce que ça m'est jamais arrivé, ce qui m'est arrivé là-bas. J'ai pris une petite minute pour me recentrer là. Euh, mais qu'est-ce que je disais? Je disais que voilà, je suis allé à Hendaye, mais avant même d'aller à Hendaye, en fait, j'ai eu plein de signes. En fait, je suis rentré à Rennes et, et j'ai compris pourquoi est-ce que déjà j'avais lancé ma marque de vêtements. En fait, c'est comme si j'étais revenu à l'origine des choses et je sais pas, j'avais cette phrase qui tournait en boucle dans ma tête. Il y a un matin, je me réveille avant qu'on parte à Hendaye et je me réveille en disant l'origine des choses. Et ma soeur, elle m'entend, elle me dit mais qu'est-ce que tu racontes? Genre, pourquoi tu dis ça à haute voix? Et je lui dis ah, t'inquiète et tout. Euh, mais c'est vraiment ça l'impression que j'avais en allant en Hendaye. Avant ce trip, c'était que j'allais aller à l'origine des choses. Et voilà, bref, avant d'y aller, j'ai plein je sais pas, d'idées ou de choses qui me viennent en tête. Et je me dis, ah putain, l'arbre de vie que tu avais fait il y a 2 ans dans un cours de je sais plus quoi, regarde-le. Je regarde, j'avais fait un arbre de vie en mode, j'avais mis mes passions, mes talents, mes trucs et tout. On avait fait ça dans un cours avec une professeure et tout à l'école. Je me dis, regarde cet arbre, je sais pas pourquoi l'arbre il m'attirait. Je regarde l'arbre et là je vois, j'avais mis tous mes objectifs de vie. Il y avait plein de choses, il y avait genre créer une marque, écrire un livre, il y avait plein de choses, vraiment plein de trucs. Et au milieu de l'arbre, tout en haut, il y avait marqué éveil. Et je sais pas pourquoi j'avais mis ça parce qu'à l'époque, j'étais pas du tout dans un délire spirituel, tout ça. Mais bref, passons. Il y a ce truc d'arbre. Je le note pour pas oublier, mais on va y revenir. Il y a ce truc d'arbre. Et un autre truc que j'en marque, c'est que à Rennes, je suis chez moi, j'essaie de bosser sur ma marque de vêtements et tout, avant qu'on aille à Hendaye, et je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à me concentrer. Et je me dis, mais c'est trop bizarre, c'est comme s'il y avait une énergie de fuite, d'attente ou de fuite, qui m'empêchait de construire, comme je peux construire dans mon appart à Paris. Je me suis dit, c'est trop bizarre. Et je vais dans le salon et il y a ma soeur qui me parle. Elle me dit qu'elle a exactement la même sensation, qu'elle a envie de rien faire, qu'elle a juste envie d'attendre chez nous. Je dis, mais what the fuck, genre, qu'est-ce qui se passe? J'en parle à ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous dites de la merde et tout. Et là, il y a un truc qui me saute aux yeux, que j'avais pas fait gaffe avant, c'est qu'on avait 2 horloges et les deux étaient arrêtées. Ils fonctionnaient plus. Et ces horloges, ils sont là depuis des années, genre. Pourtant, on a essayé de changer. Je lui dis, mais pourquoi il y a des horloges ici? Elles me disent, ouais, mais on a essayé de changer les piles, tout ça, mais je sais pas, ils fonctionnent jamais. Et il y a un truc qui me dit, genre, prends les horloges et jette-les. Du coup, je prends les horloges, je les jette, comme pour dire, là, il y avait une énergie d'attente dans cette maison, d'attendre que quelque chose va se passer, mais il se passait rien, qui empêche d'avancer. Bref, là, c'est un peu tripé, mais je jette les horloges. Le soir même avant d'aller en Hendaye, on va en Hendaye, du coup à 3 avec ma mère et ma soeur. Du coup, on est 3. Et sur la route, je vois encore des signes. Et là, je me dis, mais là, je deviens fou. Genre, j'arrive pas à ne pas voir de signes. Et là, j'ai plein de mots qui me reviennent en tête, genre unité, trinité,
triptyques, des trucs genre qui ont aucun sens, aucun sens. Et je suis en train de conduire, je vois genre une voiture, je me dis ouais, j'espère que là je vais pas avoir des signes et tout. Et là je vois euh, voiture Mercedes, je fais ah ok ouf, il y a rien quoi. Et là en regardant le logo Mercedes, je vois un truc, bah le logo Mercedes c'est ça quoi, le truc 3. Enfin il y a 3 branches. Et là je comprends encore des choses, je suis en train de me dire oh Trinité, nous trois, du coup moi, ma soeur et ma mère, je fais plein de liens dans ma tête. Je vais pas tout vous raconter, mais vraiment des liens. Je- Ça fait tellement sens dans ma tête que, genre, vraiment, c'est en train de m'exploser le crâne pendant que je suis conduit. Genre, je suis genre fasciné. On arrive à Hendaye et en fait, les signes s'intensifient encore plus. Et en fait, j'ai comme une impression bizarre que je suis plus sur Terre et que, genre, je suis vraiment pas ancré. Et là, je me dis, mais, enfin, genre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en train de devenir fou et tout? Euh, Et en fait, l'effet du bateau, on rencontre le mec qui nous offre le bateau, enfin qui nous, qui nous loue le bateau, et le mec il nous dit, c'était un vieux de 68 ans, super gentil, il avait un chien et tout, et il nous dit mais votre voiture, la voiture avec laquelle vous êtes venu, elle est pas à vous, elle est à moi. Et on dit mais qu'est-ce que vous racontez et tout. Il dit bah regardez il y a mon nom de famille dessus, il y a marqué Legrand. Il dit bah c'est mon nom de famille Legrand. Et on fait ah what, c'est marrant et tout. Euh, Mais juste pour vous dire qu'il y a eu genre tellement de signes qu'il n'y avait pas seulement moi qui les voyais, c'était même d'autres gens. Bref, on arrive sur le bateau, on dort sur le bateau, et en fait, quand on dort sur un bateau, on est un peu genre bercé. Et je me souviens des rêves que j'ai fait chaque nuit sur le bateau. Genre, j'avais fait un rêve, alors, le plus troublant de tous, c'est un rêve où je vois une connaissance que j'avais du collège qui me parle et qui me dit, genre on est dehors dans les bois, et, et je comprends que lui c'est un alchimiste accompli. Genre vraiment, genre il a un livre vraiment ancien et tout, et il me dit un truc, là j'ai des frissons en parlant, là je sais pas si ça se voit, il me dit le macrocosme, c'est comme le microcosme, que ce qui est en haut est en bas, que tout est relié et tout. Et je me dis, mais what the fuck? D'un côté, il y a lui, et d'un côté, j'ai genre mes potes à moi qui sont en mode sceptique de ouf. Et moi, je suis entre les deux. Genre, j'ai l'alchimiste accompli qui essaie de m'enseigner des choses, et un truc qui m'intéresse. Et de l'autre, mes potes qui sont vraiment en mode, ils rejettent de ouf de ces trucs comme ça. Et moi, je suis entre les deux. Et je me dis, en fait, si je vais vers cette voie, je vais prendre. Enfin, le prix à payer, ça sera de perdre mes potes, les gens rationnels, les gens normaux, tout ça. Voilà, c'était la compréhension que j'avais de ce rêve, très très troublant. Voilà, c'est ça, c'était un des rêves que j'ai fait, mais j'en ai fait plein. Et un autre truc que je remarque, c'est qu'à Hendaye, il y a un truc qui s'appelle, enfin un monument qui s'appelle la croix cyclique d'Hendaye. La croix cyclique d'Hendaye, c'est une croix qui est de base chrétienne, mais qui a été détournée par je ne sais plus qui, par Nicolas Flamel, qui est un alchimiste lui-même accompli. C'est genre une référence dans le truc des alchimistes et tout. Et apparemment, sur cette croix, il y a genre comme des signes à déchiffrer. Des signes à déchiffrer, je sais pas, il y a des logos, enfin, il y a des symboles, il y a une lune, il y a de l'autre côté un soleil, il y a 4 trucs, il y a des écritures avec des fautes d'orthographe en latin. Bref, moi je comprends qu'il y a un truc comme ça. Et il y a un jour où je dis à ma mère et à ma soeur, je dis aujourd'hui j'ai envie d'explorer tout seul et tout, je vous laisse entre vous deux, et moi je vais y aller. Et du coup je vais voir cette croix d'Andaï. Je me dis putain mais genre qu'est-ce qui va se passer là-bas, genre est-ce que je vais voir un truc de ouf qui va m'exploser le cerveau encore une fois. Voilà. Du coup je vais à l'église d'Andaï
Et je vois cette fameuse croix. Et en fait, il se passe rien. Il se passe absolument que dalle. Je regarde la croix, je fais ok, ok, ouais, pas mal. Mais il se passe rien. Je fais ok, bon, bah, why not. Je prends des photos comme ça. Je touche le truc pour voir s'il va se passer un truc magique. Et genre, vraiment, genre, j'étais parti dans un autre univers. Et je vois qu'il se passe rien. Je vais dans une église, enfin, je vais dans l'église du coup aussi pour voir les tableaux, les trucs qu'il y a. Voilà. Et ensuite, j'en ressors. Je dis, oh, bon, bah, ok, en fait, il n'y avait rien. Et sur le chemin du retour, je vais dans un coffee shop. Et là, je mange un excellent banana bread. Et je prends la recette du truc et tout. Et, euh, et dans le coffee shop, le truc que je vois, c'est un livre. Un livre de Bernard Werber, ou Weber, je sais plus. Je sais plus comment ça s'écrit. Et là, je me rends compte que mon pote, qu'un pote à moi, il y a genre 3 mois plus tôt, m'avait conseillé ce livre dans un resto. Il m'avait dit, lis les livres de Bernard Weber, les Thanatonautes. Je crois que c'est ça. Et il m'a dit, c'est un truc un peu spirituel, mystique et tout. Et bref, tu comprends des choses. Et moi, ce qui m'explose le crâne, c'est que pendant ce, ce repas avec cet ami, on a rencontré 4 femmes turques, euh, 4 femmes turques, et mon pote m'avait dit ah putain vas-y parle-leur en turc si tu sais parler turc et tout, ça va être marrant. Je parle à ces femmes et je leur demande d'où elles viennent. Elles ont genre 40 ans, 40-50 ans. Et elles me disent ah on vient de Mersin. Et Mersin, c'est la ville où je suis né. Et là, je comprends l'origine des choses. Vous voyez la phrase que je me répétais avant d'aller en Daï. Là, en retournant de l'église, de la Croix d'Andaï, en allant dans ce coffee shop et en regardant ce livre Bernard Weber, je connecte les points avec ce moment où j'étais au resto avec un ami à moi qui m'a conseillé le livre de Bernard Weber, Les Thanatonautes, cette discussion avec les femmes que j'ai eues qui m'ont parlé de Mersin, et là je comprends que là, tout ce voyage, c'est pour me rappeler que je dois aller à l'origine des choses. Du coup, c'est ce que j'avais fait avec la marque de vêtements. Je me disais, mais attends, pour la marque de vêtements, pourquoi est-ce que j'ai créé la marque de vêtements? C'était parce que je voulais faire des vidéos de base. Je voulais allier 2 passions à moi, de faire des vidéos, des films même. C'était genre le cinéma qui m'attirait. Et les marques de vêtements. Enfin, faire des vêtements stylés. Parce que les vêtements que je voyais dans les films, j'arrivais jamais à les trouver en vrai. Du coup, je voulais faire, putain, je vais faire mes propres vêtements, comme ça je peux tout faire. Bref, ça, je me rappelle de ça avant d'aller en Daï. Du coup, je retrouve ma raison de pourquoi j'ai fait la marque, et du coup, je retrouve ma créativité, genre, tout repart bien. Et là, à Hendaye, je comprends que je dois aller à l'origine des choses. Mais encore une fois, je comprends pas, genre, c'est quoi ce truc de Mersin et tout. Enfin, pourquoi est-ce que ma ville de naissance, qu'est-ce que ça a à faire ici? Je retourne chez moi, dans le bateau, avec ma sœur et ma mère, et ils me disent ah ouais, on allait à Fontarabie, on a pris le bateau, et on a eu comme l'impression que on était à Mersin là-bas. Mersin, c'est la ville où je suis né avec ma sœur et mon grand frère. Et là, je me rends compte encore une fois qu'en fait, ils ont eu le même signe que moi, alors qu'on a fait 2 trucs complètement différents. Moi, je vais à une église, ensuite je vais prendre un banana bread et un café dans un café, et je trouve ce livre. D'ailleurs, je l'ai, attendez, pour vous montrer que c'est pas des lol. Si vous êtes sur YouTube, là, vous allez voir, attendez. C'est ça le livre que je trouve dans le coffee shop. Et ça, c'est la recette que la dame du coffee shop m'a donnée, parce que j'ai adoré son banana bread, et du coup, j'y étais retourné. Bon, je vous fais le truc. Je vais au café, je demande un banana bread et un café. Je mange mon café, je sors dehors, je mange le café, je mange le banana bread, je bois le café, et je me dis putain, ce banana bread était excellentissime. Il faut que j'y retourne au café pour demander la recette.
Du coup, je retourne au café pour demander la recette. Et là, elle me dit, et pendant qu'elle écrit ça, moi, je vais voir la bibliothèque qu'il y a dans le café. Et elle me dit, ah ouais, je dis, c'est à vous tous ces livres, vous les avez tous lus ou pas? Elle me dit, ah non, mais il y a des gens qui viennent déposer les livres, ils, ils les, je sais pas, ils voulaient les prendre en gros. Et moi, ça, c'est le deuxième livre que je vois. Le premier livre, c'est un livre de pirates. Et le deuxième, c'était celui-là. Bernard Werber. Voilà, c'était ça. Le jour des fourmis. Pour vous dire, là, des signes comme ça, de trucs comme ça, il y en a eu pendant 7 jours, 7 jours sur 7, H24. Et à tel point que ça m'a fatigué. Genre, j'étais dans la rue, je voyais une croix, je voyais un symbole, je me disais, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? Et je voyais le même symbole ailleurs. Et 3 jours plus tard, le symbole, il faisait sens. En tout cas, moi, j'arrivais à trouver du sens dans ce que je voyais. Et ça me donnait des clés de compréhension sur des choses très très profondes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tous les signes, mais je vous jure, enfin non, je vous jure pas, c'est mon expérience, c'est mon ressenti dans tous les cas. Euh, mais c'était très très mystique comme expérience. On rentre dans Dai avec ma famille et on a comme l'impression qu'on a laissé quelque chose derrière nous, qu'on est devenu de nouvelles personnes, et cette impression on l'a tous. Et je leur dis, et surtout là-bas je fais plein de recherches, je comprends que ce que je fais c'est de l'alchimie en fait. L'alchimie c'est pas seulement ce qu'on voit à la télé de ah oui, les alchimistes ils transforment le plomb en or. C'est le truc très matériel. Il y a des alchimistes qui font ça. Enfin, je sais pas s'ils ont réussi, mais bref, c'est laquelle des alchimistes, c'est de transformer la matière brute, le plomb, en or, en quelque chose de mieux, quoi, de plus pur. Et en fait, je comprends que moi, j'en suis un, mais, mais qu'il y a surtout ce truc de transformation intérieure. En fait, le plomb, ça peut être quelque chose qu'on a en nous, ça peut être une douleur, et le transformer en or, ça peut être la souveraineté. Et je comprends que depuis toujours, je fais ces transformations sans me rendre compte, sans me rendre compte, et que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi, de transformer le positif, enfin le négatif en positif, et ainsi de suite. Et toujours tirer des leçons de mauvaises expériences ou de douleurs, transformer les douleurs en quelque chose de plus positif, en carburant, en projet, en action. Voilà, ça c'est ce que je comprends. Et, euh, et en rentrant dans Dai, le lendemain, on rentre dans Dai, je vais chez mon père en coup de vent, genre 2 secondes, et il me dit, ah, est-ce que t'as vu notre nouvelle horloge? Je dis, bah non, genre pourquoi vous me parlez d'horloge et tout? Et là, il me montre une horloge qu'ils ont achetée dans une braderie. Je fais, ah ok, marrant et tout. Et je me dis, ah putain, c'est marrant parce que j'ai jeté des horloges avant de partir. Et là, chez mon père, on me reparle d'horloges et de temps. Bref. Je rentre après chez ma mère. Et là, ma sœur me dit, enfin non, sur la table de ma sœur, je vois un autre livre. Je vois un livre, c'est Votre temps est infini de Fabien Olicard. Et c'est un livre que je lui avais offert. Et ce livre, il réapparaît comme par hasard sur son bureau. Et je lui dis, ah putain, mais c'est le livre que je t'avais offert et tout. Tu l'as lu? Elle dit, ah oui, je l'ai un peu lu. Et bref, pour moi, ça fait sens, ce truc de temps et tout. Et je le reprends avec moi. Et ça, c'est un signe que j'ai pas encore déchiffré. Enfin, pour l'instant, ça fait pas encore sens, mais encore ce truc de temps qui me suit. Genre, encore aujourd'hui, j'ai vu des trucs qui sont liés au temps. Bref. Vous vous souvenez de l'arbre que j'avais regardé avant d'aller à Hendaye, mon arbre que j'avais dessiné, mon arbre de vie, où j'avais écrit ce que je voulais faire dans la vie, tout ça. Et ben sur le chemin du retour de Hendaye, je fais. Qu'est-ce que je me dis que je vais faire? Je sais pas ce qui me prend, mais je fais un arbre généalogique où j'essaie de tracer tous mes descendants, du côté de mon père, du côté de ma mère,
Et je fais ce travail, je fais tout ce travail et tout, j'essaie de récolter un maximum de noms et tout d'ancêtres. Et à la fin, en finissant l'arbre, je me rends compte, je me rends compte, ah, c'est dur là. Je me rends compte, en faisant l'arbre, que, en fait, dans ma famille, de un, il y avait beaucoup de pèlerins. En gros, de gens très très spirituels. Du côté de ma mère, sur les quatre arrière-grands-pères que j'ai, enfin bref, je sais pas comment dire ça, mais son père, son arrière-grand-père, son arrière-grand-père, ils étaient presque tous des pèlerins. Du côté de ma mère, du côté de mon père, c'est la même chose. En gros, j'ai deux arrière-grands-pères qui sont pèlerins. Je me dis, oh putain, bizarre, je descends un peu d'une lignée de pèlerins un peu accomplis. Bizarre. Euh, et en finissant l'arbre généalogique, je me rends compte de quelque chose de vraiment très très deep. Euh, En gros, il y a 1 mois et demi, j'étais allé voir une kinésiologue. Une kinésiologue, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un euh, qui va vous donner des clés de compréhension pour surmonter des choses. Comment est-ce que ça se passe? Si vous êtes comme moi et que vous avez l'habitude de faire beaucoup d'introspection, euh, mais que vous avez des blocages que vous n'avez pas à résoudre, que vous n'arrivez pas à résoudre, en fait, aller voir une psy, c'est pas ce qui va vous aider le plus parce que, en fait, ce truc d'introspection, vous le faites déjà naturellement. Mais par contre, une kinésiologue, qu'est-ce que ça questionne une kinésiologue? Ça questionne votre corps et donc votre subconscient, votre inconscient. En fait, elle va envoyer des messages à votre corps, à votre inconscient pour euh, vous donner des clés de compréhension. Moi, la dernière fois que j'étais allé, c'était quoi? Ce que j'avais demandé, c'était de vouloir comprendre la relation que j'avais avec mon père. Et c'était ça. Et pendant la séance, en fait, comment ça se passe? Elle prend votre poignet et demande à votre corps des choses en mode est-ce que. Qu'est-ce qu'elle demande? En fait, elle travaille sur vous un peu avec les muscles et surtout, elle demande la permission à votre corps. Ouais, c'est très trippé, hein. Elle va demander la permission à votre corps si vous êtes prêt à réouvrir certains traumas ou certaines blessures ou certaines pensées, je sais pas. Et, euh, et ensuite, elle va faire les choses. Et en fait, pendant cette séance, ce qu'elle m'avait dit, c'était que elle m'avait pris je sais pas, il y avait des cartes, qu'elle avait posé des cartes sur moi, enfin des dessins, c'était des petits dessins carrés comme ça. Et elle a retiré une carte et elle me dit, ah bah voilà, ça c'est ta carte. Et c'était quoi la carte? C'était genre un triangle dans un carré, comme ça. Il y avait un triangle vers le haut et un carré. Et je fais ok, genre, qu'est-ce que je suis censé faire? Il me dit, bah le triangle c'est toi et le carré c'est les chaînes que tu as. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de briser tes chaînes pour que le triangle il n'ait plus de carré. Je dis, bah c'est quoi le problème qu'il y a un carré dans un triangle? Bah il me dit, bah le carré dans un triangle, je sais pas pourquoi elle avait dit ça, mais elle avait dit que c'était comme si tu avais mis un costume trop petit pour toi, pour fit, pour rentrer dans les moules, alors que t'es fait pour faire quelque chose de plus grand. Elle me dit ça. Et elle me dit, le triangle dans le carré, bah, il peut pas vraiment s'épanouir. Bref, c'est un peu symbolique, un peu métaphorique, tout ça. Je dis, oh, bah, ok, bah, brisons nos chaînes, quoi, let's go. Et elle me dit, ok, et met ma main comme ça, regardez. Si vous êtes sur YouTube, vous voyez, mais bref, elle me dit de mettre ma main comme ça, je suis allongé. Et elle me dit, regarde ta main comme ça, sans bouger la tête. Du coup, en regardant juste avec tes yeux ta main qui se trouve à droite. Et elle me donne comme un papier, non, un stylo. Et elle me dit, tu vas écrire, enfin, tu vas dessiner le carré dans le triangle. Et tu vas te dire que tu es en train de briser tes chaînes. Et elle m'a dit, vas-y, fais ça. Je dessine le carré dans le triangle et elle me dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire et tout? Elle me dit, attends, redessine-le, redessine-le. Et je le redessine genre 3-4 fois.
Et elle me dit, mais regarde ce que t'as fait. Je regarde le truc. Et en fait, j'ai pas du tout fait le dessin qu'elle m'avait demandé de faire. J'ai fait genre un carré. Et le triangle, genre, je l'ai fait vers la droite. Alors qu'il devait être vers le haut. Et elle me dit, ah, en fait, t'es pas prêt. En fait, ton corps est pas prêt à briser tes chaînes encore. T'es pas encore prêt. Bref, c'était une séance extrêmement dure. Pendant 1 heure et demie, on a fait des trucs comme ça et tout. Et surtout, je comprenais rien. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Genre, pour elle, ça faisait super sens. Et moi, j'étais en mode, de quoi on parle là? Et genre, j'étais vraiment perdu. Et à ce moment-là, du coup, 1 mois et demi plus tard, où je suis en deuil, je vois mon arbre de vie sur le chemin du retour. Enfin, pendant tout le trajet, je me dis, à l'origine des choses, je fais le lien avec ma ville de naissance, merci, tout ça. Pendant le chemin du retour, en voiture, je suis en train de faire mon arbre de généalogique et euh, je comprends que, enfin surtout je me souviens parce que je le savais, mais pour moi c'était pas très important, que mon grand-père était orphelin. Était orphelin, enfin en tout cas que c'était, ouais, je pense que, je sais pas si c'est le bon terme orphelin, mais en gros il avait grandi sans son père, ou alors son père était mort en très jeune âge. Et en fait, ça, c'était la dernière clé de compréhension que je devais avoir pour comprendre l'intention que j'avais posée pendant la séance de réflexologie 1 mois et demi plus tôt, où j'avais demandé, je veux avoir des clés de compréhension pour comprendre la relation que j'ai avec mon père. Et là, en faisant de l'arbre généalogique, je comprends du coup deux choses, que je descends d'une génération de lignées de pèlerins, du coup de gens très très spirituels, très accomplis dans ce domaine-là, et de deux, que mon grand-père était orphelin. Et là, et à ce moment-là, j'avais vraiment toutes les clés que j'avais demandé en fait à la kinésiologue et qui me faisait même pas sens quand elle me disait ouais brise tes chaînes et tout, genre je me disais mais de quelle chaîne elle parle et tout. Euh, mais avant d'aller en Dai, j'ai vraiment fait une visualisation, un rituel même carrément, où genre où je me sentais prêt à briser les chaînes, alors que jusqu'à maintenant j'étais pas prêt. Et ça je l'ai compris. Enfin bref, là je vais partir dans des trucs. Vraiment, vous allez me perdre. Enfin, je vais vous perdre. Du coup, je pense que on va conclure pour aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, si vous avez des questions, genre mettez-moi en commentaire ou en message. J'en parlerai une autre fois parce que là, ça fait déjà 1h20. Et voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, je pense que là, on est pas mal. Bon, je viens de me souvenir d'un détail très très important que j'avais oublié pendant que je parlais de tout ça. Mais du coup, là, j'ai fait un cut pour rajouter cet extrait. Mais pendant qu'on était en Dai, ma sœur aussi, elle ressentait plein de signes, plein de trucs. Pas autant que moi, mais elle sentait qu'il allait se passer quelque chose. Et en fait, je vous disais qu'on avait loué un bateau et que on avait de base loué un chalet dans les Landes où, qui a été annulé au dernier moment parce qu'une autre famille l'a réservé avant nous. Et, euh, et en fait, la propriétaire du chalet, elle m'a envoyé un message en mode ah, en fait, vous pouvez venir dans le chalet, mais à partir du 25 ou 26. Et moi, je me suis dit, ah, pas trop bien, en fait, après le bateau, on pourra aller dans le chalet. Et du coup, pendant 2 ou 3 jours, on pourra rester dans le chalet pour revenir sur Terre. Parce que, en vrai, quand tu dors dans un bateau, tu es tout le temps en train de secouer, tu as un peu le mal de terre. Du coup, je me suis dit que ça allait être cool. On fait le truc à Randaï, on va dans le chalet après cet épisode du bateau. Et en fait, on apprend que. Enfin, non, moi je le savais déjà, mais ma sœur, elle rencontre la propriétaire du chalet qui est une masseuse ayurvédique et qui fait de la méditation depuis 38, 39 ans, 40 ans.
Et ma sœur me disait qu'elle voulait elle voulait se faire masser par par cette masseuse. Et du coup, elle réserve une séance avec elle. Je lui dis que moi aussi, vas-y, je vais faire la séance avec elle. Enfin, après elle. On fait la séance. Et en fait, ma sœur, en sortant de la séance de massage, elle me dit que c'était pas seulement un message classique, genre un massage classique. Il y avait vraiment un travail énergétique qu'elle a fait sur elle. Et surtout, elle a compris des choses, ma sœur, qui étaient liées au temps. Du coup, au truc d'horloge, d'attente, d'énergie d'attente dont je parlais, qu'on ressentait à Rennes, chez nous, avec les horloges qui étaient arrêtées, avec cette énergie bizarre qu'il y avait et tout. Elle me dit tout ça, et qu'est-ce qui se passe après qu'elle ait fait ce message? En fait, elle attendait un message de quelqu'un, et surtout, ça faisait genre plus de 10 ans, je crois, qu'elle attendait quelque chose, ma sœur. Et en fait, elle était vraiment dans cette énergie d'attente. Voilà. Et ça, la masseuse, elle l'a relevé. Alors qu'elle l'a massé, quoi. Elle l'a juste massé. Genre, dinguerie. Bref. Et moi, après être passé après ma sœur, je parle avec la masseuse et elle me dit en fait, là, ce que vous avez fait à Hendaye et tout, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est un voyage initiatique. C'est pas un voyage classique où vous allez juste faire des vacances. C'est en mode euh, vous allez vous transformer après ce voyage. C'est vous allez passer un cap, vous allez laisser des choses derrière vous et vous allez vous transformer quoi. Et moi, elle a dit que, enfin moi je lui disais que je pensais être un alchimiste tout ça, de par les visions que j'avais, comment j'interprète les rêves, enfin la lucidité que j'ai dans les rêves aussi, les symboles, ma capacité à transformer les choses intérieures en leçons, en énergie, tout ça. Et surtout voir les signes, comprendre les symboles, tout ça. Bref. Je lui dis tout ça. Et en fait, ça l'étonne même pas. Et là, m'ouvre des portes que j'avais jamais soupçonnées sur tous ces domaines un peu spirituels, ésotériques et tout. Et elle me raconte que elle est masseuse depuis 40 ans, que sa mère aussi est masseuse. Et là, elle me parle de trucs de zinzin, genre que, que la lévitation, ça existe. Je lui dis, et ça, c'est pas la seule qui m'avait dit que ça existait, ce genre de choses. On m'avait déjà dit, une prof de yoga m'avait dit que ça existait, la lévitation. Je lui dis, mais attends, mais ça se passe comment moi, genre, comment on fait pour l'éviter, tout ça? Et il me dit que ça se passe dans les montagnes, dans les temples, dans les montagnes, qu'il faut pas être dans une ville, apparemment on est trop ancré dans la matière, qu'il faut être dans des lieux plus élevés, plus chargés spirituellement. Et que dans la montagne, grâce à des sons, je crois, les maîtres yogis, ils savent méditer, du coup faire des bonds, je crois, et aussi rester en lévitation. J'ai dit, mais vous savez le faire, vous? Elle me dit oui. Et tout. Vraiment, ouh. Là, on parle d'un autre univers, là. Bref. Euh, voilà. Voilà ce qui s'est passé. Et elle m'a parlé de plein d'autres choses et tout, mais je pense que si je le dis, enfin bref, je vais en arrêter là pour le moment. Et voilà, j'ai fait ces petits extraits pour caler ce sujet, mais juste pour vous parler de la continuité des signes qu'il y avait avec le temps, tout ça, bref. Voilà, je remets le podcast initial. Voilà. Tiens. Il y avait une question de Titouan à laquelle j'aimerais répondre avant de Next. Titouan qui nous dit quelque chose sur laquelle je médite beaucoup en ce moment, c'est comment différencier le signe de la vie avec les blessures et le moment où être résilient et insister dans l'échec. Je parlais de ça dans le dernier podcast où je parlais de, de zones de génie, comme quoi en fait il fallait suivre les signes de la vie, que moi j'avais suivi les signes de la vie pour trouver ma voie et pour être
dans un endroit où en fait c'était ma zone de génie. Et pour rappel, il y a genre la zone d'incompétence où vous faites les choses, mais la moyenne fait mieux que vous. La zone de compétence où vous faites des choses, mais vous les faites aussi bien que la moyenne. Vous n'êtes pas dans votre zone des génies. La troisième zone qui est la zone d'excellence, où en fait vous faites très bien les choses, mieux que la moyenne, mais ça vous épuise, ça vous draine votre énergie. Et la quatrième zone où vous faites les choses mieux que la moyenne et en plus ça vous nourrit, du coup ça vous épuise pas, donc ça ne draine pas votre énergie. Et moi je disais que pour trouver ma voie, moi j'avais suivi les signes de la vie. Et il a posé une question très très pertinente parce que moi un signe de la vie que j'interprète comme étant un signe de la vie, c'est la douleur. J'avais interprété la douleur que j'avais ressentie pendant mon mon voyage d'études en Angleterre. En gros, j'avais fait un Erasmus. À l'époque, j'étais dans une licence de littérature, de littérature anglaise, où en fait, je faisais des essais sur Shakespeare, je faisais de la linguistique, la phonétique, tout ça. Et en fait, ça me plaisait, mais ça me passionnait pas tant que ça. Et surtout, il y avait des gens bien meilleurs que moi. Et surtout, je prenais pas vraiment de plaisir à faire ça. C'était intéressant, mais sans plus. Et à cette époque-là, en fait, toutes ces douleurs que j'avais, je ressentais, je me sentais que, je sais pas, genre, je me sentais pas bien. Parce qu'en fait, je procrastinais sur les essais que je devais rendre. J'avais des devoirs à faire et j'avais pas envie de les faire. Et tout ça, ça me créait du stress, de l'anxiété et tout, de plein de choses. Et je me disais, mais putain, genre, pourquoi est-ce que j'ai tout ça? Et bref, ça, c'est un signe de la vie pour me dire, en mode, mec, continue pas sur cette voie, finis ta licence, ensuite en master, genre, prends un truc qui te ferait kiffer. Et je m'étais demandé, qu'est-ce que je fais, genre, est-ce que je fais kiné staps, parce que tout ce qui est lié au corps et ostéo, tout ça, ça m'attirait énormément. Je faisais que ça de mon temps libre. Enfin, regarder des vidéos de ça pendant mon temps libre. Et deuxième truc que je faisais, c'était d'essayer de lancer des business en ligne. Qui n'ont pas du tout marché d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, let's go, le digital, ça m'attire, mais pas le digital classique. J'ai vraiment envie d'apprendre la vidéo en même temps. Et bref, j'étais parti en master de marketing digital. Et plus tard, il s'est passé la même chose quand j'ai eu une blessure au mollet. En gros, j'avais une blessure, j'ai eu 3 fois de suite la même blessure à l'épaule droite. Et là, je me suis dit, c'est encore un signe de la vie qu'il faut que j'arrête le volley. Genre, pourquoi est-ce que je mets autant d'énergie dans le volley? Est-ce que je pourrais pas mettre genre un tiers ou un quart de cette énergie dans autre chose qui pourrait m'apporter plus de plaisir que le volley, qui m'apportait limite plus de frustration que de plaisir, si on devait faire une jauge. Voilà, moi c'était comme ça que je voyais les choses. C'était en mode, t'as une douleur, c'est que la vie te communique par un moyen qu'il faut que tu changes quelque chose, ou du moins que tu réfléchisses, que tu te déconnectes du pilote automatique en mode, je me suis engagé dans cette voie, du coup je continue en mode inconscient un peu, et que tu réfléchisses et que tu dises, mais que tu ailles à l'origine des choses et que tu dises, mais pourquoi est-ce que je voulais faire ça au début? Est-ce que je fais ça par passion, par logique, par je sais pas. Juste réfléchir sur ça. Et voilà. Mais du coup, la question Titan, c'est comment est-ce que tu différencies le signe de la vie d'un moment où c'est dur, il faut juste être résilient? Très très bonne question. Très très bonne question. Les blessures et le moment où être résilient et insister dans l'échec. Insister dans l'échec. Je pense que c'est ça. C'est genre se demander pourquoi on fait les choses. Est-ce qu'on fait les choses est-ce qu'on suit son cœur, ou est-ce qu'on fait cette chose pour les autres? Et ça, pour moi, c'est la plus grande clé de compréhension que j'ai eue avec toute cette philosophie de l'alchimie, cette voie de l'alchimiste, comme je le dis. euh, c'est euh, c'est se demander,
est-ce que ce que je le fais pour moi parce que ça me nourrit, donc je fais la chose et je me sens bien, ça me nourrit et j'adore ça, genre vraiment prendre du plaisir, le kiff quoi, ou je le fais pour faire plaisir. Ça revient à mon podcast d'avant où je parle de people pleaser là, du nice guy, nice girl. Euh, ou est-ce que je fais ça du coup pour faire plaisir aux autres, pour avoir une situation confortable, pour avoir une situation qui ferait plaisir à tes parents, qui ferait plaisir à, je sais pas, juste, est-ce que tu fais ça pour les autres ou est-ce que tu fais ça pour toi-même parce que tu as eu un appel ou tu as été inspiré par quelque chose et du coup tu as suivi cette voie-là. Voilà, moi je pense que c'est ça ce que je dirais. Et ensuite, insister dans l'échec, je sais pas. Je sais pas. Insister dans l'échec. En fait, ça dépend. Ça dépend parce que si on parle de relation, ta relation elle va mal, t'insistes dans l'échec, bah je te donnerai une réponse différente à ce cas-là. Mais si t'es dans, je sais pas, un travail que t'aimes pas et que t'insistes dans l'échec, bah là, je te donnerai une réponse différente. Donc je sais pas trop répondre à la question vu qu'elle est pas très spécifique. Voilà. Voilà, voilà. Mais être résilient, ça marche toujours. La persévérance, ça paye toujours. Regardez. Enfin, je dis regardez en mode ça a marché, mais euh, ça fait 2 ans que je bosse sur la marque. J'ai pourtant rien sorti. Genre, aucun drop, aucun vêtement, 0 € généré, beaucoup d'argent perdu. Et pourtant, je suis encore là-dessus. Mais je sais que déjà, je me suis lancé dans ça en suivant des signes de la vie, justement. Et surtout que je me suis demandé à plusieurs reprises si je devais arrêter. Et à chaque fois, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai commencé le truc? Et surtout, euh, est-ce que je fais ça pour moi ou pour les autres? Et je me suis dit, non, ça, je fais ça pour moi. Et surtout, avec le temps, ce que ça m'a permis la résilience à continuer ce projet, ce que ça m'a permis, c'est une évolution, mais folle sur plein de sujets en termes de vision de la vie, de développement de soi, de plein de choses. euh, que même si demain, genre, je devais pas lancer la marque, bah, la résilience qui m'a permis de tenir jusqu'à aujourd'hui, ça m'a tellement appris sur moi et ça m'a tellement apporté en confiance en moi, en connaissance de moi, en amour de moi aussi, que bah, j'ai déjà réussi dans ma tête. Voilà, être résilient c'est bien, mais être résilient avec de bonnes raisons. Pour moi, c'est ce que je dirais pour cette question de comment différencier le signe de la vie avec les blessures et moments où être résilient et insister dans l'échec. Bah, c'est simple en vrai, le signe de la vie, c'est que si le signe il revient trop souvent, c'est que là il y a quelque chose à considérer. Voilà. Voilà. Bon, je vais changer un peu le format. Est-ce que je parle de Von Kurt ou pas? Est-ce que je parle de Von Kurt? Bon, bref, on n'en parle pas là, c'est 1h28. Euh, à la semaine prochaine, à dimanche prochain, pour de nouvelles aventures. Dites-moi en commentaire ou en message si vous avez écouté jusqu'ici ce que vous voulez que je parle dans le prochain épisode. Mais voilà, on est en septembre demain. On sera le 1er septembre. Il y a plein de choses qui vont arriver. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Dans 4 jours, je serai officiellement indépendant. Indépendant en mode je quitte mon taf, quoi. Ce sera mon dernier jour de contrat. Et ensuite, bah, je vais pouvoir bosser à fond sur Von Kurt. Let's go. Et sur les vidéos. Let's go. Bon, c'était Ascension, c'était Sally.
à la semaine prochaine. Ciao, ciao.